Je m'appelle Quentin Moucli et je suis ravi de vous présenter cette session dédiée à l'automatisation des services financiers, animée par Jean-Daniel Guyot, cofondateur et dirigeant de Memobank, la dernière génération de banque pour les PME. À toi. Merci Quentin. Alors oui, on a un micro pour deux. Hop. Bonjour à tous. J'espère que vous n'entendez pas les bips et les bruits derrière nous. Je suis ravi de faire cette session avec vous pour discuter de l'automatisation des services bancaires, un sujet qui vraiment nous tient à cœur. Et qui est au cœur de notre stratégie avec Memobank. On va peut-être présenter en 2 mots ce qu'est Memobank. Memobank, c'est une banque de nouvelle génération pour les PME que nous avons créée de zéro. Donc nous avons une licence bancaire qui nous permet de faire tous les métiers de la banque, une licence européenne, et nous avons aussi recréé l'intégralité de la technologie derrière cette banque. Donc nous n'avons pas acheté un logiciel sur étagère, mais nous avons bien créé nos propres logiciels bancaires qui nous permettent de faire tourner la banque. Donc l'idée de cette session, c'est de vous faire une petite introduction à ce qu'est l'automatisation bancaire. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu de tout le monde. Il y a pas mal de concepts aussi qui peuvent être assez flous. Alors on entend les bips. Ah, désolé, mais je sais pas ce qu'on peut faire. Quentin part à la recherche des bips. Et c'est vrai que c'est même pénible pour nous. Donc l'idée c'est de regarder un peu tous les concepts qu'il y a derrière une API. Une API, ça va être donc une API en anglais, c'est une interface programmatique. C'est une interface par laquelle on va pouvoir accéder à la banque et à ses services. Et il y a différents types de connectivité en fait derrière ce qu'on appelle API. Donc les concepts peuvent être un peu flous parfois. Donc dans la banque, il y a trois grandes familles de connectivité, trois grandes façons d'accéder à la banque. La plus ancienne, qui est en fait une norme et que peu de gens connaissent, ça s'appelle EBIX. EBIX, c'est un format qui est en fait utilisé par les banques entre elles à la base, pour se parler. Qu'on utilise énormément nous, de notre côté, EBIX, pour parler avec d'autres banques, pour parler avec d'autres systèmes. Mais c'est aussi un format qui, à un moment a commencé à être utilisé par des logiciels et notamment les logiciels comptables. Donc souvent, quand votre comptable se connecte à votre ou vos banques, il va se connecter via un protocole qui s'appelle EBIX, EBICS. C'est un standard, vous pouvez même accéder si vous voulez à toutes, à toutes les spécifications en ligne. C'est un standard qui est assez ancien maintenant et qui fonctionne très bien, qui est très très fiable. Façon de se connecter à une banque, l'autre moyen de connectivité qu'on a, et dont vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle DSP2 en français ou PSD2 en anglais. C'est une façon d'accéder à la banque via un tiers. Donc ça a été vraiment spécifiquement conçu pour pour que des logiciels ou pour que des tiers puissent accéder à votre banque. Souvent, ça a été pensé pour le B2C, pour les particuliers qui typiquement vont utiliser un agrégateur. Cet agrégateur va se connecter à vos banques et va le faire via un concept qu'on appelle souvent API DSP2. Derrière ça, il n'y a pas vraiment de normes. Donc la seule chose qui existe, c'est que la seule règle en réalité, c'est que les banques sont obligées d'ouvrir une API à disposition de ces agrégateurs. Ces agrégateurs ont une licence qui leur permettent d'accéder pour vous à vos comptes en banque. Mais il n'y a pas vraiment de normes derrière ça. L'autre chose à savoir par rapport à cette connectivité DSP2, c'est que généralement, ce sont des API assez limitées qui permettent souvent d'avoir des informations sur vos comptes. Donc typiquement, les lignes de paiement qui ont eu lieu sur vos comptes et de faire des petites actions, souvent de faire des virements. Voilà, donc c'est assez limité.
La troisième façon, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de se connecter à une banque, et elle est assez rare finalement, c'est ce qu'on appelle vraiment une API au sens, connectivité directe à la banque. La différence avec l'API DSP2, ça va être que ce sont les clients de la banque qui vont se connecter en direct à la banque à travers cette API. Hem, de la même façon, il n'y a pas de normes sur ces API, donc chaque banque va pouvoir faire à peu près ce qu'elle veut sur ce sujet-là. Là, le but du jeu, ça va être en fait, en gros, de dire tout ce que vous pouvez faire avec votre clavier et votre souris, à la main, avec un humain en face de son clavier et de sa souris et de son écran, vous devriez être capable de le faire avec une API. On va revenir en détail, sur ce sujet. Donc ça peut être derrière du code, un robot, un script qui va utiliser directement la banque à travers cette API et faire des choses, que vous auriez fait à la main, auparavant. Chez nous, donc chez MemoBank, pour vous donner un ordre d'idée, on a lancé, l'API, à peu près au début de l'année, de mémoire. Et ça représente les actions, faites par l'API représentent à peu près la moitié de toutes les actions, faites, sur la banque. Donc on a déjà une proportion assez importante de clients qui utilisent l'API pour, faire des choses de manière complètement automatisée, plutôt que de le faire avec des humains et avec tous les risques que ça comporte. On a bien sûr aussi, nous aussi, on permet aussi d'accéder, via EBIX et via DSP2, mais l'API, c'est vraiment l'outil qui va être utilisé par les clients eux-mêmes pour faire des actions directement sur la banque. Quelques avantages de l'API. Pourquoi en fait on va utiliser l'API? Il y a plusieurs raisons. Hem, la première raison, c'est le gain de temps, c'est l'instantanéité. C'est, la possibilité pour un robot de mener des actions de manière très, très rapide, plutôt qu'avoir un humain qui va vérifier un par un, et faire les actions une par une. L'autre chose évidemment, c'est que, bah, du coup, l'humain qui ne fait pas ces tâches un peu répétitives, un peu rébarbatives, peut réaliser d'autres tâches, de manière, un peu avec plus de valeur ajoutée. On a aussi donc évidemment une suppression des erreurs humaines. Le robot, généralement, se trompe peu, contrairement à l'humain qui peut être fatigué et qui peut faire des petites erreurs. On a une augmentation aussi de la sécurité. Alors ça à plusieurs titres, à la fois parce que, c'est un robot qui est codé et donc qui a des limites et qui intervient uniquement dans un périmètre donné que vous lui avez donné, quoi. Votre script ne dépassera pas, ne fera jamais autre chose que ce que vous lui avez dit. L'autre chose, c'est qu'on limite évidemment le risque de fraude interne puisque, encore une fois, ce n'est pas un humain qui va faire les opérations, mais plutôt, ce robot-là. Enfin, l'autre élément qui est extrêmement important à travers une API, c'est qu'on va pouvoir accéder à tous les types de paiements. Ça, c'est pas forcément le cas via notamment les API DSP2. Là, avec une API, vous avez vraiment accès à l'intégralité, hem, de ce que va, permettre la banque en réalité. Donc les paiements cartes, les paiements, par virement, virement instantané, virement classique. Vous avez aussi évidemment les prélèvements. Bref, il y a d'autres moyens de paiement que le virement et ça, vous y accédez via une API. Un concept un petit peu, si on rentre un petit peu dans le détail, une API parfois ça peut être un peu, abstrait comme concept. En fait, l'idée est assez simple, c'est que vous allez manipuler des objets. Ces objets, vous les manipulez déjà avec votre clavier et votre souris et vous les voyez sur votre écran. Là, l'API va vous permettre d'accéder à ces objets et de, les manipuler. Donc typiquement, vous avez des comptes en banque, des comptes courants. Bah, ces comptes-là, vous allez pouvoir les manipuler via l'API. Soit en créer, soit en supprimer, soit les lire, voir les opérations, et cetera. Pareil pour les transactions, ce qu'on appelle une transaction, donc c'est toute ligne qui va être sur vos comptes. Vous allez pouvoir les lire, vous allez pouvoir en voir les détails, vous allez pouvoir aussi les éditer, d'une certaine manière. On a aussi, je vous avais fait un peu la liste, c'est pas exhaustif, mais c'est un peu les plus gros concepts. Les prélèvements, évidemment, on va pouvoir faire des prélèvements, et lire aussi les prélèvements, qui arrivent ou qui sont sortis. Toute la notion aussi d'IBAN virtuel, on reviendra peut-être un peu sur le sujet. Hem, les pièces jointes et les notes qui sont liées aux opérations, aux transactions.
Vous allez aussi avoir, accès à des notifications. Ça, c'est quelque chose auquel un humain n'a pas accès, mais un robot peut le faire. Dès qu'une transaction va se faire, sur votre compte, instantanément, vous allez avoir une notification qu'il y a eu un événement sur vos comptes et cette notification va vous permettre de faire une action. On y reviendra après et enfin, vous avez aussi tout ce qui est gestion des erreurs, qui est un élément extrêmement important dans l'utilisation d'une API et là, les erreurs, plus la gestion des erreurs est fine et plus les erreurs sont détaillées, plus vous allez pouvoir, vous, prendre des actions appropriées. Si je donne un exemple, si un prélèvement, a une erreur, fonds insuffisant, bon, bah, on sait que, sur le compte qu'on a essayé de prélever, il y avait des fonds insuffisants. C'est pas du tout la même chose que, on n'est pas arrivé à se connecter avec la banque, par exemple. Donc vous allez pouvoir prendre des actions différentes en fonction des erreurs qui sont retournées et c'est un élément important de l'API. Tac. Je vais faire un tour de plusieurs types d'automatisation, parce qu'encore une fois, c'est peut-être des concepts abstraits aujourd'hui, mais en fait, ce sont vraiment des choses qui sont très très concrètes dans la vie, dans la vie d'une PME. Pour nos clients, il y a plein en fait de façons d'automatiser, et je vais un peu découper en automatisation simple et automatisation basée sur des règles métiers. Euh, Donc un cas d'usage, je ne sais pas si vous pouvez lire, ou j'espère que c'est assez grand, mais cas d'usage hyper simple, mais qui est en fait extrêmement utile, sur certaines entreprises, c'est d'avoir des notifications quand quelque chose se passe sur vos comptes. Donc on peut avoir le premier exemple, c'est, hem, j'ai quelque chose s'est passé sur mon compte. Un virement a été envoyé, un virement a été reçu, un paiement carte a été fait, peu importe l'événement, je vais avoir une notification, donc je vais être informé de cet événement-là et je vais pouvoir prendre une action. Donc on peut imaginer que le robot, que j'ai connecté à cette notification va envoyer un email à quelqu'un pour lui dire: «Quelque chose s'est passé sur le compte». Bon comme ça, c'est paraît, pas forcément, très utile, mais si par exemple on se dit: «OK, je veux en fait tous les virements sortants, je veux qu'il y ait une notification Slack dans un channel spécifique, au-dessus d'un certain montant. Là, j'ai quand même une application qui peut être assez utile, parce que dans mon process, j'ai besoin d'avoir accès à cette information, par exemple. L'autre exemple que j'ai mis, c'est voilà, je sais que, un client va me payer via un type, d'IBAN particulier, un IBAN virtuel typiquement que j'ai mis en place. Donc je sais que si quelque chose passe par cet IBAN virtuel, c'est ce client-là. Donc, en fonction de l'IBAN qui a été utilisé, je vais pouvoir identifier immédiatement et réconcilier immédiatement le fait que c'est ce client-là qui a payé. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, envoyer une notification à l'account manager qui s'occupe de ce client, de manière à ce qu'il y ait en temps réel une action qui puisse être menée, ou en tout cas rassurer l'account manager ou le tenir informé. Voilà, ça, c'est vraiment c'est là on voit un peu la puissance très très vite de ces API, c'est l'instantanéité. Il y a On va pas se connecter à un compte, regarder le compte, regarder si les opérations sont passées, quel IBAN, quel client, quel virement, et cetera. Là, on a une instantanéité, de tout le process et c'est du coup, extrêmement efficace. Troisième e 3 exemple, qu'est-ce que j'avais mis? Ah, je peux plus le lire parce que j'ai pas la tac. Sinon j'ai peut-être, dans mes notes. Oui, par exemple, je peux mettre à jour mon CRM, tout simplement, hein. J'ai un client qui m'a payé, je peux l'identifier grâce à mon IBAN virtuel. Je peux aussi savoir ce que j'attends en fonction de ma facture. Donc imaginons que je lui ai envoyé une facture de 1 000 € et que je reçois 500 €. Je peux voir qu'il y a une différence entre les 2. Je peux mettre à jour mon CRM, je peux informer mon account manager, je peux avoir tout un tas d'actions qui sont mises en place de manière à ce que tous mes systèmes soient mis à jour en temps réel. Là, vraiment, la partie temps réel est extrêmement importante. D'autres exemples de cas d'automatisation simples, c'est sur les prélèvements. Les prélèvements, c'est quelque chose qui peut être, parfois assez obscur.
à la fois parce que, bah, on les fait parfois par batch, donc ouais, beaucoup de prélèvements qui vont partir un peu comme ça, dans la nature et après il va falloir, les identifier à quel client ça correspond. Et puis on peut avoir tout un tas de types d'erreurs qui sont dues au prélèvement. C'est quand même, la particularité de ces types de paiements, c'est qu'on prélève un compte, mais on ne sait jamais vraiment si le prélèvement va arriver. Donc on peut, en fonction des erreurs, par exemple, prévenir, instantanément la personne en charge, le système en charge de la relance, on peut imaginer plein de cas, qui font que, bah, on est au courant du prélèvement. On peut aussi avoir des systèmes qui vont automatiquement, en fonction du CRM, hem, enfin prendre les informations du CRM qui ont été mises à jour. Par exemple, on a un CRM qui a les IBAN de nos clients et créer des fichiers de prélèvement en masse, ce qui fait qu'on va automatiquement faire nos batchs de prélèvement. L'autre façon un peu plus fine de le faire, c'est de dire, bah, pour chaque parce qu'on a une API et finalement c'est un robot qui travaille pour nous, donc on n'a plus besoin, voilà, il se fatigue jamais. On peut prendre sur chaque ligne du CRM et sur chaque IBAN, qui est accessible, créer un prélèvement, pour le client, lui l'associer même à une signature, de mandat, automatique en ligne, et tout ça, du coup, se fait de manière complètement automatique. Donc on a beaucoup de clients, nous, qui utilisent, ce type de fonctionnalité pour, gérer, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de clients qui vont, bah, du coup, être traités de manière complètement automatique et synchronisés avec le CRM de façon instantanée. Et enfin, peut-être aussi un cas simple, mais en fait qui est souvent, qui est souvent présent, notamment dans des PME, c'est la création de rapports. On a besoin souvent de créer des rapports au niveau financier, ou même au niveau des équipes projets pour comprendre ce qui se passe dans les systèmes et pour avoir une bonne vue, des actions à prendre. Là, on peut faire ces rapports-là, mais on peut les faire soit mensuellement, comme on le faisait avant, c'est-à-dire on fait tourner un robot qui va aller interroger les comptes bancaires, qui va aller regarder un peu, processer un peu toutes les opérations. Mais l'autre façon, de le faire, c'est aussi de le faire en temps réel. C'est ça que ça apporte, c'est-à-dire qu'on peut, en fonction d'événements ou en mettant un robot qui va le faire toutes les heures, par exemple, faire des rapports qui vont évoluer en temps réel, jour par jour, heure par heure, comme on veut, seconde par seconde si ça nous amuse, heu et créer ces rapports en temps réel. Et ça apporte une valeur assez énorme parce qu'on peut, au lieu d'attendre la fin du mois qu'une personne aille prendre tous les fichiers, aille prendre toutes les données, fasse des extractions bancaires et cetera, le mettre dans des systèmes, le mettre dans des fichiers Excel et cetera. Là, on va pouvoir complètement, harmoniser et rendre instantané la création de rapports. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très utilisé par nos clients. L'autre façon d'utiliser l'automatisation, c'est, de la baser sur ses propres règles métiers, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de PME qui dont le métier, c'est aussi de faire du paiement, soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire soit de recevoir des paiements, soit d'en émettre, soit de faire les 2. Là, je vous ai mis l'exemple d'une agence de gestion locative. Hem, Ça, c'est un cas qu'on couvre, assez largement, chez nous et qu'on automatise énormément. Hem, la façon dont une agence locative fonctionne, de gestion locative fonctionne, c'est qu'en gros, elle va recevoir des paiements de ses locataires tous les mois. Elle a donné un IBAN à tous ses locataires. Ça peut être des milliers de locataires parfois, voire des dizaines de milliers. Mais bon, enfin, ça marche aussi même si on en a une centaine, hein, ça fonctionne aussi. Et puis tous les jours, quelqu'un, et notamment évidemment en fin de mois, va regarder ou en début de mois, va regarder la liste de toutes les opérations qui sont arrivées sur le compte, va extraire quelque chose, va le transformer en un fichier Excel, va se dire: «OK, alors ça c'est tel locataire, il m'a mis telle référence, donc c'est bon, c'est la bonne somme. Ah mais lui il s'est trompé de référence. Ah lui il s'est trompé de montant», et cetera et cetera. Donc c'est une personne qui va prendre toutes ces extractions, qui va faire le travail, qui va matcher un à un, et si, le locataire a bien payé la bonne somme, au bon moment avec la bonne référence, il va aussi faire le virement pour, son bailleur, donc encore une fois à la main, voilà. Et ça, c'est on rencontre des sociétés qui n'ont jamais, vraiment réussi finalement à trouver des moyens d'automatiser, tout ça, tout simplement parce que leur banque le proposait pas. Aujourd'hui, on arrive avec des nouvelles solutions qui permettent de faire ça. Et alors là, on va complètement transformer ce processus qui allait durer, quelques jours, hein, parce qu'entre le moment où le virement
arrive. Donc déjà, parfois, les virements sont lents, donc ça peut mettre 3 jours. Ensuite, il peut y avoir des erreurs. C'est traité manuellement, c'est traité tous les jours. Avec le fait que le virement part aussi souvent pas en instantané, bah, on peut se retrouver avec une semaine d'écart, voire plus, entre un paiement locataire et un paiement, de salarié et avec au milieu, beaucoup de temps humain passé à réconcilier, à faire en sorte que que tout le monde soit satisfait. Nous, ce qu'on va pouvoir proposer avec une API, c'est dire: «OK, bon, pour chaque locataire, en fait, chaque locataire a un IBAN unique». On fournit avec un même compte, c'est le compte que j'ai appelé compte loyer, un seul compte avec un compte maître. On va pouvoir générer une infinité d'IBAN, ce qu'on appelle des IBAN virtuels et à chaque locataire, on va attribuer un IBAN virtuel. Ce qui va nous permettre immédiatement de matcher un locataire avec, son paiement. C'est-à-dire que via un IBAN virtuel, uniquement ce locataire le connaît, donc ça ne peut que être les paiements du locataire qui vont arriver. Cet IBAN virtuel va fonctionner dans les 2 sens. Si vous renvoyez de l'argent vers le locataire, lui aussi n'aura accès finalement, il va ne voir que votre IBAN virtuel. Donc on a bien, ce rapport 1-1 entre, le locataire et l'IBAN virtuel. L'IBAN le client le pardon, le locataire va, faire un virement via cet IBAN virtuel. Il peut être en instantané, ça va être automatiquement matché et le robot va pouvoir regarder: «OK, est-ce que c'est le bon montant?» Plus besoin de référence, on s'en fiche. Est-ce que c'est le bon montant pour ce mois-ci? Est-ce que c'est ce que j'attendais? Si c'est pas le bon montant, on peut automatiquement envoyer un email en disant: «Attention, c'est pas le bon montant, envoyez la somme, soit je vous rembourse parce qu'il y a un trop perçu, soit, envoyez la somme, qui manque». Si c'est le bon montant, on va pouvoir aussi instantanément faire un virement de l'autre côté, pareil avec le même système d'IBAN virtuel, au bailleur qui attendait ce paiement. Et tout ça, donc on voit qu'on passe d'un parcours qui peut durer au minimum 5 jours, à un parcours qui vraiment littéralement entre si on parce que nous on inclut les virements instantanés, les virements instantanés pour nous sont par défaut, ça va durer littéralement 4 secondes quoi. 2 secondes pour recevoir le paiement instantané, quelques centaines de millisecondes pour que le robot fasse son travail et encore 2 secondes pour envoyer le paiement instantané de l'autre. Donc on passe de 7 jours à quelques secondes et ça change tout évidemment et ensuite, en plus, moins d'erreurs, plus de satisfaction client, d'un côté comme de l'autre. Donc on a quand même pas mal d'avantages à ce genre de solution. L'autre chose aussi que j'ai pas dit, mais qui est décrite dans ce schéma, c'est qu'on peut dire: «OK, j'ai reçu, mon loyer, imaginons que c'est 1 000 €. Moi, en tant qu'agence de gestion locative, je dois aussi prendre ma com sur ce loyer». Donc automatiquement, dans ce laps de temps où le robot va matcher le paiement, il va dire: «OK, bon, bah, je fais un virement de, des euros, qui correspondent à ma com dans un autre compte», que j'ai appelé, compte commission. Hem et ensuite, je fais mon virement vers le bailleur. Je peux même générer, automatiquement tous les papiers, tous les papiers justificatifs et donc vraiment en quelques secondes, j'ai transformé un process qui durait 7 jours en quelques secondes. Le cas des agences locatives, c'est aussi le cas en fait de plein d'acteurs, hein, qui reçoivent des paiements d'un côté et qui les envoient de l'autre. On peut penser, par exemple aux boîtes de portage salarial, enfin il y a plein d'autres sociétés qui font ce genre de travail, souvent, malheureusement, manuellement, mais c'est aujourd'hui possible de l'automatiser. Tu as une question de Marc qui dit l'IBAN virtuel fonctionne un peu comme une adresse fixe. Je dirais plutôt que nous, alors est-ce que je reprends la question, donc l'IBAN virtuel fonctionne un peu comme une adresse IP fixe. Je dirais plutôt que, hem, c'est un peu comme quand vous faites un plus sur votre, email. Vous savez avec Gmail, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre, mon prénom, mon nom, plus, fnac@gmail.com et ça va automatiquement vous rediriger, tous les mails qui sont envoyés à cet alias, ce qu'on appelle un alias, vers votre vrai email et donc vous allez pouvoir aussi identifier que, vous n'avez donné ce mail qu'à fnac.com, donc si le mail, est, utilisé par une autre société, c'est que fnac.com a revendu, votre alias à quelqu'un. C'est une bonne façon, de bien identifier les reventes de fichiers. Bah, c'est un peu pareil, c'est l'IBAN virtuel, c'est un alias, et on peut en créer une infinité. C'est un alias unique qui mène à votre compte, principal, qui a un IBAN maître aussi, et voilà et ça fonctionne dans les 2 sens. Vous pouvez aussi renvoyer via cet alias, de manière à ce que, du point de vue du client ou du point de vue du fournisseur, il y a qu'un voilà, il voit qu'un IBAN, quoi. J'espère que ça répond à la question. Hem
Autre cas d'usage qu'on rencontre aussi, chez nos clients, c'est, j'ai, de multiples équipes, et en fait, ce que je vais faire, c'est que pour chaque équipe, je vais leur allouer un budget, mensuel ou annuel, mais souvent c'est mensuel. Sur ces comptes, je vais lier des cartes, donc et des accès. Donc, chaque équipe va pouvoir, payer, bah, ses restaurants, ses Google Ads, peu importe, voilà, tout type de paiement. On peut aussi évidemment limiter les types de paiements, qui sont faits, mais aussi faire des virements, potentiellement, voire des prélèvements, sur ces comptes. Donc on va limiter à cette équipe l'accès à ce compte. Donc cette équipe ne va voir que ce compte qui est lié à l'équipe, ou on peut imaginer aussi un compte projet. Ainsi, je vais pouvoir vraiment isoler ce qui se passe et les dépenses sur cette équipe. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que chaque mois, je vais me dire: «OK, en fait, je leur alloue un budget, de 10 000 € par mois». Tous les mois, j'ai une petite boucle qui fonctionne et qui va faire ce virement de 10 000 € par mois. Automatiquement, je peux aussi m'envoyer un email pour me dire: «OK, c'est bon, j'ai bien fait les virements». Comme ça, franchement, c'est vraiment des tâches qui n'ont quasiment, voilà, qui sont pas très intéressantes à faire. Là, on met en place un process qui va faire que tous les mois, que ça soit d'ailleurs un dimanche, enfin peu importe, un jour férié, à minuit ou peu importe, mon virement, va fonctionner, va vers cette équipe. Je peux, aussi dire, bah, en fait, j'ai pas envie de leur donner 10 000 € par mois, j'ai envie qu'à chaque début de mois, ça soit 10 000 €. Donc je peux aussi, regarder ce qu'il y a sur le compte, dire: «OK, il reste 2 000 €, donc je vais rajouter 8 000 € pour qu'au début du mois, ils aient 10 000 €». Voilà, vraiment tout est possible, tout est imaginable, il y a aucune limite, à l'imagination sur ce sujet. Autre cas d'usage, bah, voilà, ça c'est ce que j'ai décrit, on peut attribuer des budgets par projet. Autre cas d'usage, c'est le cash pooling. Ça c'est une gestion de trésorerie, si je ne sais pas si, tout le monde connaît ce sujet. C'est, dans certaines à partir du moment où la PME devient un peu grande et qu'on a, soit plusieurs entités, ce qui est possible aussi entre plusieurs boîtes ou plusieurs équipes ou avec des gros projets avec des gros budgets, on va vouloir tous les jours, faire revenir l'argent sur le compte principal, de manière à ce que la trésorerie sache où elle en est en termes de trésorerie. Donc ça s'appelle du cash pooling. Tous les jours, je vais prendre tous mes sous-comptes et je vais les vider pour les mettre dans le compte principal, et ceux qui sont potentiellement négatifs, je vais aussi les approvisionner. Je vais mettre tous mes sous-comptes à zéro et je vais approvisionner mon compte principal de manière à ce que l'intégralité de l'argent soit sur le compte principal. Heu, Une petite question, syntaxe dans ce domaine, relativement pointue. Relativement pointu. On va dire que les vrais spécialistes autour de la table. Alors, être conforme à la SCA, selon l'OBL, le deuxième facteur ne doit pas se situer sur le même appareil qui effectue le call, ce qui semble logique, oui. Or, une SCA en dehors du serveur qui travaille avec l'API serait plutôt contre-productif. Alors ça, tout ça est expliqué sur notre doc API, qui s'appelle, chez nous docs.api.memo.bank. Qui explique la façon dont on va gérer justement cette authentification via des clés. Alors nous, on est dans un cas un petit peu particulier. Je pense que surtout ce cas-là et surtout pour la DSP2 pour le coup. Nous, on explique ce qu'on fait exactement et pourquoi, on considère que c'est parfaitement sécurisé et parfaitement dans les normes, et ce qu'on fait a été audité et validé et cetera. Je vous invite à regarder, il y a tout un pan d'explication, sur notre doc API. C'est docs.api.memo.bank. Ouais. Donc Google est votre ami. Alors ouais, c'est ce que j'ai dit au départ, l'API est-elle standard ou construite pour chaque banque ou entreprise de services financiers? Si standard est-elle open source accessible à tous? Alors dans ce cas de open source, il n'y a pas de standard dans le monde de l'API, comme dans le monde de l'API DSP2. Il y a quelques normes qui ont été faites dans le monde de l'API DSP2, heu, qui sont le Berlin Group, de mémoire, et je ne sais plus l'autre, je ne les connais plus exactement, mais c'est pas des standards au sens, c'est pas des normes officielles. Ce sont juste des standards que chacun s'applique à respecter. Malheureusement, elles sont pas non plus extrêmement respectées. Donc dans ce sens-là, ces standards API DSP2 sont open source.
puisqu'on peut accéder, enfin, elles ont été faites de manière, ouverte. Mais le code, enfin les API évidemment, elles-mêmes, le code de chaque banque, n'est pas open source. Par contre, bah, toute l'API, toute la doc est disponible. Sur l'API, il y a pas de standard, il y a pas de norme. Donc chaque banque, absolument chaque service financier peut faire ce qu'elle veut. On s'applique à essayer d'avoir, quelque chose d'extrêmement efficace, extrêmement simple. L'autre chose qu'on s'applique à faire, c'est de n'avoir qu'une API. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais beaucoup de structures, beaucoup de banques fournissent parfois des API, mais elles sont limitées à un sujet. Par exemple, faire des paiements. Nous, on essaie d'avoir une seule API qui permet de se connecter à tout et qui permet vraiment littéralement de remplacer l'usage clavier-souris par un robot avec un seul accès. Voilà, donc pour revenir à mon exemple du cash pooling, comme si vous avez bien suivi, ce que j'ai dit avant, bah, encore une fois, extrêmement simple. On peut regarder tous les soirs, faire une boucle à 1 heure du matin, à n'importe quelle heure, 3 fois par jour si on veut, pour, remettre tous les comptes, coûtent à zéro. Ou alors en faire du cash pooling avec un niveau minimum. On peut dire: «Bah, tous mes sous-comptes, je vais leur mettre, je sais pas, 10 000 €, 100 000 €, enfin peu importe la situation, tous les soirs. Je vais faire revenir au même niveau, ce qui est aussi une technique de trésorerie. Hop, heu, si on va sur des choses un peu plus avancées, on équipe aussi des entreprises, qui ont des cas beaucoup plus spéciaux, avec plusieurs entreprises qui vont avoir accès à des comptes, en fonction des droits qu'ils ont, en fonction de tel ou tel, process, qu'ils ont mis en place, et aussi avec des comptes, ce qu'on appelle nous des comptes, de tiers, ou des comptes spéciaux. Donc là, par exemple, cet exemple-là, on utilise un compte d'affectation spéciale qui est un type de compte assez, spécifique qui permet d'isoler de l'argent, vis-à-vis, de notre client. C'est-à-dire que si notre client tombe, le compte d'affectation spéciale a des règles spéciales qui fait que, même s'il fait faillite, cet argent restera là et sera géré par un tiers, par un autre, bref, il y a plein de choses qui existent. Donc là, dans ce cas précis, c'est une entreprise qui va faire du financement. Elle a des emprunteurs. Là, on va gérer toute une cascade, de comptes et des comptes spéciaux de manière à automatiser, tous les flux, tout simplement, et que tout, absolument tout soit automatisé, pour simplement qu'il y ait une satisfaction client, qui soit totale. Donc si cette boîte fait un crédit à une autre entreprise, elle va, le faire en instantané, donc elle va pouvoir faire un virement instantanément. Elle va pouvoir faire des prélèvements pour rembourser, le prêt. Dès qu'il y a un prélèvement qui est fait, ça va engendrer toute une mécanique, informatique, ce qui permet, derrière de faire des virements les bons virements aux bons endroits, avec d'autres acteurs, et cetera. Donc on peut arriver dans les cas l'API peut vraiment fonctionner, peut vraiment être très, très, très efficace, même sur des cas très, très simples. Hem, tout simplement parce qu'on a des humains qui faisaient quelque chose, de manière, à la vitesse d'un humain, et on peut, l'automatiser, réduire les erreurs, et cetera. Donc même sur des cas très, très simples, ça fonctionne très bien. Mais on peut évidemment aussi l'appliquer à des cas extrêmement complexes, qui ont toute une mécanique financière et toute une mécanique de gestion des flux. Heu ce qui permet en fait de créer carrément des nouveaux usages en fait, des nouvelles entreprises qui peuvent enfin des entreprises qui peuvent créer des nouveaux produits qui ne pouvaient pas exister avant. Là, on est dans un cas typiquement où tout est en instantané et ce genre d'utilisation n'existait pas avant. Hop, tac, je crois que j'ai un autre cas, pardon, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, hop. Oui, juste pour revenir un peu sur l'API, MemoBank, mais ça je l'ai dit un peu au cours de cette session. On a beaucoup pour revenir sur les cas extrêmement concrets, on a beaucoup de clients qui vont utiliser l'API pour faire de la synchronisation entre leur propre système et ce qu'ils reçoivent en termes de paiement, que ce soit des paiements cartes, des paiements, virements, des prélèvements. Ça, c'est vraiment un des gros usages. J'ai moi une gestion de mes paiements, il faut que ça se répercute sur mes systèmes pour moi me mettre au courant évidemment des actions qui se passent sur mon compte en banque, mais pour aussi que le client soit au courant de ce qui se passe. Si mon client m'a fait un virement, je veux pouvoir, par exemple, lui confirmer que j'ai bien reçu le virement. Donc là, on est dans un système où, il m'a fait un virement instantané, 2 secondes après, il va recevoir un mail: «C'est bon, j'ai bien reçu le virement, tout se passe bien, pas d'inquiétude». Et je peux vraiment, construire une expérience client qui est exceptionnelle.
On a aussi toute la notion de notification en temps réel. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'API. C'est-à-dire qu'un humain ne peut pas rester toute la journée à regarder ce qui va se passer sur son compte, même si chez nous, ça va être en temps réel, mais c'est quand même pas très pratique. Là, l'API, elle va pouvoir automatiquement, en fonction de n'importe quel événement qui se passe sur les comptes ou même sur les cartes, pouvoir prendre des actions, faire des actions de manière à tout automatiser quoi et automatiser, que ce soit, gérer des erreurs, gérer des contraintes, process, tout est possible, mais ça n'est pas possible avec un humain. Donc l'utilisation de notification, encore une fois, permet de créer des nouveaux usages et l'autre 3e grand cas qu'on voit, après il y a pas un type d'usage, identique, chez nos clients. Ils ont tous, des petites fonctionnalités, différentes qu'ils utilisent, des petits robots, des petites boucles qui fonctionnent de manière différente. C'est l'automatisation des flux d'intermédiation. Donc c'est, je reçois de l'argent d'un côté, je dois en envoyer de l'autre ou je dois faire des choses avec, tous mes flux, qui vont passer soit dans un compte ou dans plusieurs comptes, qui vont devoir être traités, qui vont devoir être divisés, qui vont devoir être, réconciliés. Donc tout ça, ce sont des cas d'usage qu'on voit aujourd'hui. Hop. Et oui, peut-être, une dernière chose sur, la mise en place d'une API parce que c'est vrai que parfois on sait pas trop comment s'y prendre quoi, hein, donc voilà, donc il y a un peu 2 grands cas, soit nos clients ont des équipes IT, donc là, dans ce cas-là, c'est facile, c'est le cas le plus simple et le plus efficace évidemment puisqu'ils maîtrisent leur système, ils ont une équipe IT, ils ont une équipe d'ingénieurs qui va pouvoir prendre en main l'API directement, la doc est directement accessible en ligne, donc ça, on voit chez nous, donc quand c'est dans ce cas-là, que ça dure en gros entre 2 jours et 2 semaines. En 2 jours pour des choses relativement simples. Typiquement, je vais matcher, des paiements qui arrivent, je veux avoir une notification et cetera. Jusqu'à 2 semaines pour les cas les plus complexes que j'ai montrés à la fin, ça demande 2 semaines de travail. C'est pas énorme, l'API est relativement simple à prendre en main. Elle est, j'espère assez bien conçue dès le départ pour justement prendre en compte les évolutions. Voilà, si vous n'êtes pas dans le cas où vous avez une équipe IT en interne qui connaît parfaitement vos systèmes, ça va durer un peu plus longtemps, mais c'est, totalement faisable aussi avec des équipes externes, qui maîtrisent aussi ces API. Donc nous, par exemple, on travaille avec, des sociétés de services, qu'on peut recommander et qui font ça très bien. Heu, donc c'est totalement faisable aussi. Ça va prendre forcément un tout petit peu plus de temps, le temps que la société comprenne ce que vous faites et mette en place les choses. Mais c'est pas non plus, des années de travail, quoi. On parle vraiment de jours ou de semaines de travail pour mettre en place une automatisation. Chez nous, on a une API qui évolue constamment. Donc, sur, la dernière année, on l'a fait évoluer quasiment, au minimum une fois par semaine, voire plusieurs fois par semaine. Mais c'est pas l'API en soi qui change, c'est plutôt qu'on va apporter des nouvelles, fonctionnalités, corriger des erreurs évidemment, puisque le monde du logiciel sans bug, ça n'existe pas. Hem et on itère extrêmement vite. On prend aussi les retours de nos clients quand ils ont des demandes et quand ils nous présentent des cas qu'on n'avait pas forcément prévus. Et on fait évoluer ça, extrêmement rapidement. Et on a une équipe, d'ingénieurs et de support client, à la fois des ingénieurs qui évidemment connaissent très bien leurs produits, et aussi, une équipe de support client qui sait prendre en charge, ce type de requêtes, qui sont assez différentes finalement des requêtes standards de la banque de type, «J'ai perdu ma carte» ou choses comme ça. Là, on a une équipe support qui vraiment sait répondre à ces problématiques. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère il reste 6 minutes, pour les questions, mais bon, j'ai répondu à quelques questions entre temps, j'espère que c'est bon pour vous. Bon, est-ce Voilà. qu'il y a des projets, d'automatisation, qui germent dans vos esprits que vous voudriez savoir s'ils Oui, sont s'ils résolvables sont par, possibles. par mes moments? Encore une fois, c'est vrai que je pense que l'idée très intéressante que tu proposes, Jean-Daniel, c'est de dire aujourd'hui tout ce qui est fait avec la souris doit pouvoir être fait, doit pouvoir être programmé. Alors, et c'est vrai que je pense que chaque dirigeant d'entreprise ou trésorier ou directeur financier a l'impression souvent de faire des choses de façon mécanique. Et encore une fois, je pense que l'idée, c'est de dire, bah, à un moment, ce directeur, il se dit, bah voilà, si seulement il y avait un robot qui pouvait le faire pour Mmh. moi, bah, je pense que c'est euh,
une des idées sous-jacentes à cette Ouais. automatisation. Dans les études qu'on voit passer, qui sont assez régulières sur le sujet, parce que c'est un vrai gros sujet pour tout le monde. C'est un peu l'équipe finance, généralement un peu la dernière à, à passer malheureusement parce qu'ils n'ont pas forcément tous les outils en face et que les banques n'ont pas forcément fait ce travail d'automatisation. Pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, j'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, ce qu'on voit dans les études, c'est qu'en gros 40 des tâches d'une équipe finance sont automatisables, et après ça varie énormément en fonction de ce que fait l'équipe finance. Sur la partie comptable, sur la partie réconciliation, sur la partie automatisation aussi des process métiers, il y a quasiment, ça aussi, mais en gros entre 70 et 90 des choses qui peuvent être automatisées. Après il y a des choses qui sont, bah, justement plus complexes à automatiser, qui demandent beaucoup plus, de feeling ou de décision humaine. Mais il y a énormément de choses qui sont automatisables via des API bancaires, quoi. Et effectivement, Adrien, beaucoup de banques en fait, ont profité de la loi DSP2 pour dire je ne rends plus mes API accessibles, pardon pour le bip, je ne rends plus mes API accessibles qu'aux qu'aux tiers, qu'aux entreprises qui ont une licence et qui permettent, typiquement d'agrégateurs, qui permettent d'accéder aux API. Donc effectivement, en soi, la DSP2 est une avancée pour les agrégateurs parce qu'avant, il n'y avait pas d'obligation des banques de proposer une API, maintenant il y en a une, mais c'est un recul pour ceux qui avaient, un accès, via les mêmes accès que les agrégateurs à l'époque, pour automatiser leur banque. C'est pour ça que nous, on pense qu'il y a une troisième voie possible via des API en direct, sans passer par des tiers. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne suis pas très bon pour meubler. Après, je peux vous parler de plein d'autres choses, hein, mais n'hésitez pas. On a encore 3 minutes, 10. Je me sens seul. Posez des questions. Alors, est-ce que, alors c'est vrai qu'il y a bon, il y a un petit data, le code du BPI France, qui est l'histoire de la digitalisation des factures, là, qui va arriver qui Ouais. devait arriver d'ici 6 mois, Ouais. qui, entre guillemets, malheureusement, question de je te laisserai répondre à la question Budget à du prévoir. budget, Ouais. Ouais. mais le sentiment qu'on a, c'est que le jour où effectivement les PME ont leurs factures de façon nativement digitalisée, de façon totalement standardisée, alors c'est probablement une étape qui va être intéressante pour vous. Ouais. Parce que du coup, une fois que vous avez des formats numériques que vous allez récupérer via ces factures digitales, du coup, la gestion électronique de la banque va probablement Ouais. s'accélérer. Ouais. Non, c'est un sujet super intéressant. Alors, juste sur le budget à prévoir, ça dépend totalement de l'équipe IT que vous avez. Si vous avez une équipe IT en interne, vraiment, ça va être 2 jours, 3 jours, des petites interventions ici et là. Si vous n'avez pas d'équipe, il faut faire appel à un externe. Mais après, il faut plus le voir comme un investissement, quoi. Nous, on conseille plutôt, d'ailleurs, tous nos clients viennent nous voir en disant, voilà, ça me coûte tant aujourd'hui, ça me fait tant d'erreurs, ça me crée tant de friction au niveau de mon expérience client. Donc, je suis prêt à investir pour résoudre tous mes problèmes et éviter les erreurs, les frictions clients, etc. Donc c'est plutôt, voilà, comme toute PME, un travail en fonction de l'investissement, enfin du retour sur investissement, quoi. Et pour rebondir sur ce que dit Quentin sur les factures électroniques, effectivement, c'est quelque chose qui va venir. Alors ça a été retardé parce que voilà, le gouvernement a un peu peur que ça soit un fiasco, et tant mieux, à la limite, autant faire les choses bien, autant bien se préparer à ça. Ça risque effectivement d'être une révolution. Et une autre évolution qui vient en matière de paiement certainement, c'est ce qu'on appelle le request to pay, qui
n'est pas encore présent, mais qui commence à arriver dans les, enfin, à être normé justement et qui va arriver, prochainement. Et si on lie un peu l'automatisation, la facturation électronique et les request to pay, donc qui vous permet en fait d'envoyer une requête à quelqu'un pour qu'il vous paye, un client typiquement. Je vous envoie une requête de payer. C'est agnostique du moyen de paiement. Le client peut vous payer, un peu, n'importe comment, mais vous pouvez aussi associer à cette requête, typiquement, une facture électronique évidemment ou toute autre information. Vous pouvez lui dire: «Ce paiement va être fait en 3 fois», enfin peu importe. Et tout ça associé, va créer quelque chose, d'extrêmement efficace, mais c'est pour ça qu'il faut s'y prendre, maintenant pour commencer à rentrer dans ce jeu, à rentrer dans l'automatisation de ses, de sa banque et de toute l'équipe financière. OK. On arrive au bout. En tout cas, moi, ça va être la casquette, directeur financier. C'est vrai qu'on voit bien que les équipes, elles souffrent de faire beaucoup de choses inutiles et c'est vrai que la perspective de pouvoir automatiser tout ça et de pouvoir recentrer en fait la fonction finance vers des choses à valeur ajoutée, y compris qui peuvent avoir une valeur client importante aussi, on a parlé d'instantanéité, sont des choses qui me paraissent être des chemins où ça vaut le coup effectivement d'investir un petit peu en temps en énergie. Voilà, bah, merci encore Jean-Daniel pour ce temps et encore on suivra attentivement le prochain développement de votre API. Merci Quentin et merci à tous.